aussi tout l'événement. Merci aussi la tribune au frère Baronier. Je suis très heureux de représenter le maire Kemble, Chaboujakine de la commune de Tchad, pour partager avec l'assistance cette expérience de la ville de Tchad en matière de gestion des déchets. Vous avez donné un cahier de charge qui était de présenter ce qui est fait, mais plus encore d'ouvrir sur les possibilités de coopération avec les autres structures et villes camerounaises. C'est ainsi que notre présentation passera par une brève présentation de la ville de Tchad, esprit de l'initiative de gestion des déchets dans la ville, la politique est mise en place en termes de gestion des déchets solides. Nous allons passer en revue les résultats obtenus à ce jour, mais nous allons également présenter les contraintes avant de clôturer par les perspectives. La ville de Tchad, ville historique, ville touristique, ville universitaire, ça montre tous les atouts qui étaient déjà à notre actif pour pouvoir favoriser la mise en place de ce que nous allons présenter. Une ville à 1400 mètres d'altitude, 20 degrés de température moyenne, et en partage entre ce que nous appelons le centre urbain et l'Interland. L'Interland où la population est essentiellement tournée vers l'agriculture. Et une ville touristique où vous aurez la possibilité de visiter le mythique centre climatique, vous aurez la possibilité de visiter le musée des civilisations du Cameroun, la base nautique, les chutes. Il y en a à Tenko, il y en a à Mamiwada, il y en a à Memo. La ville de Tchad a eu la possibilité de mettre en place le premier office du tourisme du Cameroun et en Afrique centrale. C'est de là qu'on a pu aussi mettre en place l'office régional. À Tchad, vous avez également des circuits touristiques qu'on peut intégrer lorsqu'on fait visiter les externes. Vous avez la route des Chéteries qui est un circuit, la chute, la route de café par exemple a un circuit, la route des chutes, la route des artisans. La ville de Tchad, c'est une ville universitaire, on l'a dit, avec un effectif tournant d'environ 30 000 étudiants en moyenne à l'année et une projection, on va dire projection parce qu'on envisage 400 000 habitants à Tchad actuellement. Et dans l'organigramme municipal, ce qui fait aujourd'hui la force, c'est qu'on a pu installer les agences municipales en termes d'eau et énergie, gestion des déchets, ressources multimédia, office du tourisme, qui sont des bras séculiers de la commune dans ces différentes activités et qui travaillent au-delà des mandats municipaux. On constate bien que la ville de Tchad est la deuxième après Bafoussam, ville de l'Ouest, dans cette grande dynamique. Et alors, quel est le contexte qui pourrait être favorable pour le compostage des déchets? Nous avons noté une forte volonté politique. Ça, c'est une chose à noter. Nous avons noté un personnel technique très motivé. Nous avons également noté la qualité des déchets. 70 tonnes de déchets sont produits à la journée, 25 800 tonnes par an, mais 80% de ces déchets sont constitués de matières biodégradables. Et donc nous avons également noté le consentement de la population de Tchad à participer au projet de la précollecte et qui aujourd'hui est bien précollecte participative. On n'en va pas oublier que cette population est essentiellement tournée vers l'agriculture avec la cherté des engrais chimiques, avait effectivement besoin d'un amendement organique. On ne va pas
négliger la proximité de l'université de Djam, qui aura favorisé, d'une part, l'analyse de la qualité du compost, les essais agronomiques, et qui aujourd'hui s'appuie à montrer la qualité des aliments produits à partir du compost. Alors, l'historique du compost, c'est depuis 2006. Ça, c'est les premiers essais, premières études mises en place par les chercheurs de Token avec l'appui du docteur Michi. Ils vont faire donc une des premières études de la qualité des déchets de Djam. Ils vont être également accompagnés par Isatam qui a donné un fait de temps, le premier camion compacteur à la municipalité. En 2007, la diaspora camerounaise la diaspora de Djam en France, à partir de leur association Elan et Token, qui appuie la ville en améliorant les études diagnostiques, mais en ressortant ce qu'ils vont appeler des projets prioritaires du développement de la ville à partir des diagnostics. 2008, le Cameroun a à travers le projet du BACAM, le centre des métiers de la ville, qui va être plus tard hébergé au Minji. Il y avait 3 villes pilotes, Djam, Maroua et Nîmes. Et chaque ville devait choisir le projet de développement prioritaire. Ça descend donc sur l'étude diagnostique. La ville de Djam a choisi l'aménagement de la décharge municipale contrôlée. Et donc en 2008, la décharge est construite. Et 2010, à partir donc du lieu où on peut déposer de manière conventionnelle, les chercheurs de l'IRA Cameroun accompagnent la ville à obtenir le financement de l'Union internationale de la conservation de la nature pour installer la plateforme pilote de compostage en Guinée. 2011, on a le financement du conseil départemental du Nord de la France qui va offrir le deuxième camion compacteur pour collecter les ordures dans la ville. Et ainsi, plusieurs acteurs arriveront. On va avoir Gévalor. Et ça, je vais revenir plus tard sur Gévalor, parce que jusqu'aujourd'hui, c'est cette structure qui accompagne la ville de Djam à obtenir la finance carbone. Et c'est notre partenaire de France, c'est ce Gévalor. Puis d'autres qu'on construit, l'Union européenne qui a accompagné. 2015, il y a donc la création de l'agence municipale de gestion de déchets qui est cet organe sur place régulier qui va assurer la pérennisation des activités et également au-delà des mandats municipaux. Autre activité très importante, en 2015, il y a le schéma directeur de gestion des déchets à l'échelon 2015-2030 qui est élaboré et va donc dire comment on peut aller crescendo jusqu'à atteindre les 100% de collègues dont parlait Madame le ministre tout à l'heure. Alors, quelle est la politique mise en place? Il faut déjà mentionner que c'est une vision. Assurer l'assainissement de la ville en protégeant l'environnement par la collecte organisée, le traitement et la valorisation des déchets, notamment ceux compostables et en promouvant l'agriculture biologique à partir du compost produit. Donc, les études diagnostiques, la modélisation segmentée du service et l'implémentation des actions nous permet d'aboutir dans ce que nous allons poser. Diapo souvent, s'il vous plaît. Vous allez voir ce qu'on appelle les caractéristiques des déchets produits à Djam. Et on voit bien, pour le cas d'espèce, un schéma d'une période spécifique. 83% des déchets sont fermenticides. Et ça varie légèrement en fonction des saisons. En outre, vous aurez des épluchures ici ou ça va varier légèrement. Mais globalement, la moyenne, c'est 80% des déchets biodégradables. Nous avons également, en termes d'évaluation du gisement, fait ce pilotissement pour être à quartier, nous sommes capables de faire la production des déchets. Et on se rend compte donc que la moyenne de production de 0,6 kg par habitant par jour va varier en fonction des quartiers. Et la production totale par quartier va aussi être plus importante. Vous voyez, les quartiers qui encore mieux et autres sont à regarder de très près parce que c'est ceux-là qui produisent plus de 1000 tonnes par an. Et on a également dans
le schéma directeur fait ce monitoring, les zones de production et le circuit de collecte. Et dans ce circuit de collecte, on va pouvoir regarder quels sont les différents outils possibles en fonction de la nature de la voie à emprunter. L'axe principal, c'est le camion compacteur. Les axes secondaires, c'est des tricycles et un hors-de-tout qu'on a utilisé. Voilà les objectifs. Les objectifs, c'était de dire 2037, si tu arrives à 55 000 tonnes de déchets, on aura la capacité de collecter 45 000. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces différents objectifs? Et c'est ce à quoi nous nous déployons au quotidien. Pour les résultats qui sont obtenus, tu as aujourd'hui dispose de 2 camions compacteurs, de 2 camions de 20 tonnes, de 10 tricycles de 60 bacs à ordures. On a créé 18 points de regroupement. On a également fait de fortes sensibilisations de population. On a également implémenté les activités de pré-collecte participative auprès des usagers volontaires. Et le grand résultat, c'est 2 plateformes de compostage qui existent. Et les 2 plateformes sont tellement différentes. Il y a la première, je vous dis, elle compose que moi, mais je l'adore, parce que c'est elle qui est plus environnementaliste. En Guy, on fait tout à la main. Et quand notre évaluateur de crédit carbone arrive à Jean, c'est dans cette plateforme, tout est à la main, et on arrive à faire du bio. Mais par contre, la deuxième, qui facilite l'activité du tri, c'est avec une unité modulaire de tri semi-automatique. Et à ce niveau-là, on a la capacité de trier jusqu'à 30 tonnes de déchets par jour. Mais seulement ça va avoir plus tard, ça demande beaucoup d'énergie électrique, bien sûr, et nous sommes aussi sur cette voie pour avoir une énergie renouvelable pour pouvoir davantage rendre aussi ce site environnement, protecteur de l'environnement. D'autres résultats on le présente, c'est 10 000 tonnes de déchets collectés par camion par an, 5 000 tonnes de déchets collectés par la collecte de proximité, donc auprès des ménages, à travers les tricycles, à travers l'action de pré-collecte participative. C'est quand même 4 millions de francs CFA recouvrés en termes de participation citoyenne. C'est plus de 100 emplois créés sur les 2 plateformes. Il y a 100 familles qu'on nourrit aisément sur les 2 plateformes. Plus encore, nous avons la certification carbone. Depuis 2017, elle a été réévaluée, elle est valable jusqu'en 2027. Et la ville de Jean reçoit 16 millions en francs CFA par semestre en termes de crédit carbone et également avec l'appui donc de Gévalor en France. Les 16 millions sont bien répartis entre l'opérateur qui facilite et ce qu'on va maintenant utiliser pour davantage améliorer la gestion des déchets sur le territoire de Jean. Nous ne pouvons pas oublier qu'avec ces activités, nous avons aussi assuré l'esthétique de la ville. Pour aller plus loin, la ville s'est engagée dans l'activité de tri à domicile. Il y a un très grand souci lorsqu'on engage l'évaluation du consentement à payer. Les ménages sont suffisamment clairs là-dessus. Nous sommes prêts à trier, mais il faut nous donner des outils de tri. Donner des outils de tri, c'est donner minimalement 2 seaux dans chaque famille. Et nous avons pensé, ce n'est pas facile, mais nous avons déjà quelques rues où l'expérience est en cours. Vous voyez là une cérémonie de distribution des seaux par le maire aux riverains de cette voie. Chaque famille a reçu 2 seaux. Il ne faut pas oublier que ça complique un peu la collecte. Parce que maintenant, au lieu de prendre un seul seau dans une maison, une construction, on est obligé de faire 2 tours. On va prendre au premier tour le biodégradable et au deuxième tour le non biodégradable. Chaque chose ayant ses inconvénients. Mais au moins, avec cette activité, cette voie-là, les différentes familles assurent le tri à la source. Quelles sont donc les techniques de vulgarisation? Parce qu'il faut vendre avant de produire. Ça, c'est un signe très fort chez les agronomes. Vendre avant de produire,
Et certaines villes peuvent produire du compost et ne pas en vendre. Ça arrive à vendre la totalité. Pourquoi? Parce qu'on a mis des parcelles de démonstration où les essais d'agronomie sont faits avec les populations riveraines, aux côtés de leur champ. Et donc, nos techniciens se déploient au quotidien pour leur montrer comment on va employer le compost et le résultat parle de lui-même. Les fiches techniques sont disponibles pour cette pratique agricole-là. Il y a des spots publicitaires qui sont mis à la radio, il y a la sensibilisation en groupe organisé, il y a également la formation dans le compostage de proximité. À la chefferie Fauchon-Moïtienne, qui est un peu loin du centre de la ville, on n'attend pas là-bas qu'ils viennent jusqu'à la ville de Jean pour prendre du compost. On a formé les chefs et ces populations à fabriquer du compostage familial. Et pour les essais agronomiques, voilà ce que ça nous a donné pour le maïs. La réponse est positive et le gain en rendement c'est 25 à 70% selon les doses appliquées et le type de sol. Mais on demande également que pour une meilleure pratique, il faut intégrer à ce compost en semi-direct ou en poquet avec couverture végétale. Ça, c'est ce qui sort du laboratoire de la phase. On a appliqué votre compost, on a vu le meilleur rendement et ce rendement, c'est de pouvoir atteindre 3 à 4,5 tonnes par hectare de maïs, parfois même 10 à certains endroits, alors que l'agriculture actuellement, à l'ouest, c'est 1,5 à 2 tonnes par hectare de maïs. Ces résultats sont aussi disponibles pour les pommes de terre, pour les haricots verts, pour les haricots communs, pour le tournesol et pour le soja. Quelle est la qualité des aliments qu'on produit avec le compost? Et les gens expriment la crainte. Nous avons eu cette crainte principalement au cours de notre coopération avec Nantes. Parce que Nantes a eu un problème de compostage à Chapelle-sur-Aile à un moment. Elle a fait appel aux experts de la municipalité de Jean, qui les a accompagnés. Mais plus tard, les agriculteurs autour de la ferme chapelaine avaient peur d'utiliser le compost. C'est pour ça qu'on a mis ces essais pour regarder s'il n'y a pas de microplastiques qui sont maintenant nombreux dans le compost. Cette plastique n'est pas visible, c'est en toute petite quantité. Est-ce que la plante ne soutient pas pour se développer? Et les résultats parlent d'eux-mêmes. On nous dit bien que par des mécanismes d'immobilisation des métaux à travers le compost, ces métaux deviennent indisponibles pour la plante. Donc la plante est bien saine. Les résultats vont être publiés les prochains jours. Il faut également relever que l'activité de collecte des déchets devient un outil de start-up pour les jeunes. Tant que ce soit l'association des jeunes qu'on appelle ASEN, que ce soit des Santas, que ce soit Green Impact, ils sont tous actifs dans ces différents quartiers non accessibles par le gros camion, mobilisent les riverains pour la précollecte participative et ils font de l'affaire. Et c'est dans ce sens que notre jeunes de ASEN a le prix de jeunes dynamiques en gestion des déchets au cours du prix de la journée mondiale de l'habitat en 2024. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cela. Quelles sont les contraintes? Nous allons dire qu'il y a une extension rapide du périmètre urbain et il y a également des déplacés internes qui vont également rompre un peu avec ce qui avait été mis dans le schéma directeur. Et donc, il faudra le revisiter pour intégrer l'ensemble de ces nouveaux éléments. Et à la fin, le viaduc de la voirie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À travers son activité, un mécanisme de co-conception mise en œuvre, suivi participatif, communication pour une prévention de la délinquance juvénile par la gestion économique des déchets et l'aménagement des places publiques en tirant toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, ce que les panélistes ont tout à l'heure dit, comment est-ce que nous les traduisons dans un outil? Dans un outil qui peut être exploité dans le processus du concours VIPCOP, que nous disons VIPCOP 2.0, pour que, dorénavant, les municipalités du Cameroun essayent de mener des analyses préalables pour établir les états du lieu, comme vient de nous démontrer la ville de Jean, pour avoir donc cette carte de gisement et les cartes de dépôt désordonnés dans la ville. Et tout ça, on puisse venir analyser de façon scientifique.
Donc, il y a un ensemble de 7 points que nous pensons peuvent être mis en place. Déjà, le cadre institutionnel au Cameroun donne beaucoup d'atouts. On a le code de l'urbanisme, la loi de l'urbanisme, le code de la décentralisation, le plan national d'industrialisation et tout ce qu'on dit concours à l'industrie locale. Et cela, pour accompagner donc cette gestion intégrée, on a aussi vu qu'il y a une diversité de la notion de déchets ou de ressources en déchets. Il y a ce qui est biodégradable, et même dans les plastiques, il y a des plastiques qui peuvent être transformés d'une certaine façon, ou alors avec moins d'énergie. Nous avons remarqué également qu'en termes de planification, il est difficile de voir dans les plans de l'urbanisme, les plans d'occupation du sol, les plans de secteur, les plans communs de développement, des espaces dédiés. Ça, c'est la première difficulté. Et c'est ça une proposition pour l'habitat à la table. Comment faire en sorte que tous nos instruments de planification aient des critères, des espaces dédiés, sécurisés, aménagés, pour donc avoir des espaces de dépôt. C'est le premier défi. Et c'est pour cela que nous pensons que si nos instruments d'urbanisme, nos instruments de planification demandent le cadre de cela en compte, chaque quartier aurait donc son espace de dépôt de déchets. Le deuxième élément, on vient de parler de la mobilité, parce que quand le lieu est loin, et le professeur le disait tantôt également, il ne faut pas que le dépôt des déchets soit loin. Et pour ce faire, nous pensons donc qu'il faut dans un premier temps mettre en place un cadre de concertation multi-acteurs, pour ces cadres soient fonctionnels. La ville de Tchadien devait dire que ça marche, il faut une volonté politique, il faut une adhésion de la population, il faut un engagement des techniciens et il faut également la participation de l'université. Donc ce cadre de concertation multi-acteurs, s'il est mis en place, c'est une condition de la gestion. Et nous pensons qu'on a des éléments au Cameroun pour donc structurer la mise en place de ce cadre-là et l'accompagner en tirant beaucoup de bonnes pratiques qui existent. Le deuxième élément également, on l'a présenté dans les analyses précédentes, c'est de considérer l'aspect participatif de l'insécurité des déchets et des places publiques d'insalubrité. Pourquoi on parle d'insécurité ici? Parce que généralement, un endroit sale crée un sentiment d'insécurité. Un endroit sale est propice à la commission des délits. Et quand on regarde ça sur le prisme de la notion du bon ordre public, qui est structuré en termes de 5 paramètres, qui sont des paramètres, et quand ils sont bien protégés, la question de l'urbanisme, il y a la sécurité qui est le premier paramètre du bon ordre public, il y a la salubrité, il y a la tranquillité, il y a les bonnes masses, il y a les éthiques. On se rend compte que tous les espaces qui ont été produits ne sont pas effectivement beaux à voir. Donc, d'où la nécessité donc, de structurer la gestion intégrée des déchets, également en récupérant, en se réappropriant des espaces qui peuvent être transformés en espace public viable, en espace de villégiature et également en espace où les populations peuvent se sentir à l'aise. Donc cette cartographie participative, on a vu précisément, peut être également un référentiel de départ qu'on pourrait donc prendre comme élément pour apprécier l'évolution de la dynamique de la gestion de la propriété. Le troisième encadré porte sur le comportement. Le comportement en termes de connaissance, le comportement en termes d'habitude et de pratique. Est-ce que nous avons tous le même entendement de la notion de gestion intégrée des déchets? Si on n'a pas ce entendement, il y a un problème. Et la ville de Tchadien nous démontrer, ils ont pris un accord de la France est encore venue chercher la connaissance à la Chambre. Donc il y a une interrelation entre la gestion de la connaissance. Et donc si nous, tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas structurer la connaissance, partager la connaissance et s'assurer qu'on a un entendement, il y a un problème. Nous, donc, ce troisième élément-là qui est, on doit pouvoir analyser les comportements, mais il y a un autre élément dans le comportement, c'est la gestion des résistances au changement. Et qui dit résistance au changement, il a parlé de la vente de produits ressortant dans la gestion des déchets. Mais est-ce que quand on vend, on paie les taxes communales? Parce qu'il faut aussi qu'il y ait une possession de cela dans la machinerie de la commune. Quand on a donc cerné le comportement sous ces divers risques, en intégrant le facteur de réduction des résistances, on peut donc passer à des conventions de gestion intégrée des déchets et d'aménagement. Cela va créer plusieurs emplois. Déjà dans la gestion du corps du métier, nous avons observé qu'entre 2000 et 2024, le personnel des arts dans le doit être passé de 1000 à 4000 employés en 24 ans. Ça veut dire qu'en 2063, quand on va penser la truc que nous voulons, ils ont avoir 8 000, un peu plus de 8 000 employés, donc nous passons à 125 employés par an. Quand la population croît, on produit plus de déchets, donc il y a beaucoup plus de besoins de main-d'œuvre. Il est donc important pour nous de comprendre la dialectique entre la dynamique de la population, la dynamique de l'occupation du sol et la dynamique de la création des emplois. Et ces emplois ne sont pas seulement dans le flux
Ces emplois sont également dans l'industrialisation. Le professeur nous a montré beaucoup d'appareils qu'il fabrique. Alors ces appareils sont pas des cas préliminaires. Comment donc mettre ça dans une chaîne de production? C'est aussi des emplois qu'on peut créer. Et là, c'est la connexion entre le ministère de l'Urbanisme et le ministère de l'Industrie pour commencer à donner des standards. Et nous avons ce problème. Je suis basé à Kinshasa depuis près d'un an avec la direction du Parlement par le bon matériel pour transformer les déchets. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de déficit énergétique. Si vous prenez du diesel, il y a un problème. Quand vous prenez du charbon, du bois coupé, c'est un problème environnemental. Alors, est-ce qu'il faut prendre donc l'huile des moteurs déjà détruite pour produire donc une sorte d'énergie? Il y a toutes ces questions qui se posent. Est-ce qu'on trouverait 100% écologique ou 10% écologique? Donc, toute la question, la pose sur la table, la question de la recherche scientifique qui devrait donc accompagner cela. Et donc, ça nous remet à réfléchir sur qui est jeune. Tout à l'heure, je parlais de la prévention de la délinquance juvénile. Prévention veut dire ici éviter que cela n'arrive. Or, nous avons des jeunes qui sortent de l'école et n'ont pas d'emploi. Donc, à travers un dispositif de gestion intégrée des déchets, on peut mettre les jeunes en association professionnelle et les accompagner techniquement, académiquement. Il y a des jeunes qui sont en conflit déjà avec la loi, qui sont dans les zones. Comment aussi leur donner une opportunité pour ne pas être récidiviste? Il y a des jeunes aussi qui sont à risque tout simplement, parce que peut-être qu'ils sont à la maison pour taquer, n'ont pas de source d'emploi. Donc, quand on pose donc ce regard pour les directs scientifiques, avec des actions pratiques et un accompagnement, surtout si on tire profit de l'arrêté de la climatique du code de la décentralisation et du code des marchés publics camerounais, qui donne la possibilité aux mairies de signer des conventions spécifiques avec des associations communautaires. Alors on peut progressivement créer donc des startups dans la gestion intégrée des déchets portés par les jeunes. Donc quand on a signé ces conventions intégrées, on doit mettre en place un dispositif de suivi. Et ce dispositif de suivi doit être réglementaire. Il doit être opérationnel, il doit être institutionnel et participatif. On a vu dans après son bilan. Est-ce que les autres communes du Cameroun peuvent faire le bilan? Est-ce qu'on peut comparer le bilan de Tchad ou le bilan de Libye? Est-ce qu'on peut comparer le bilan de Libye, de Tchad et de celui de Marois? Donc, il faut une approche qui tienne compte des réalités socio-culturelles, géoclimatiques, mais également des revenus économiques. Donc, ce n'est que par cette méta-analyse-là que nous pouvons donc voici le modèle camerounais. Sinon, on aura des modèles fragmentés ou des modèles qui viennent d'ailleurs, qui n'étaient pas dans une logique. Donc, il est donc important de comprendre comment on opérationnalise, on contextualise nos réglementations au niveau communal en tenant compte de ces paramètres. Donc, vous le prenez sur les dispositifs réglementaires. Et ce dispositif doit être également basé sur les échecs. Parce que tant qu'on n'a pas eu, on n'a pas tiré de leçons. Donc, il faut bien voir nos universités. Polytechnique avait commencé le concours dans les années 86. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils font la même chose? Et là, Cameroun était le leader. Combien d'ONG sont nés après la Cameroun? Si on ne peut pas poser ce regard-là, on aura un problème en termes de capitalisation de nos connaissances et donc de leur diffusion avec une certaine confiance. L'avant-dernier point, c'est que les acteurs, les promoteurs de la gestion intégrée des déchets, de réduction de l'insécurité et l'aménagement de place soient soutenus. Déjà au niveau national, on a le concours du port qui a été lancé en 2019 avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on est parti de 2019 à 2027 avec beaucoup de problèmes. Et si on pose un regard critique, est-ce qu'on peut redéfinir le concours du port en intégrant dans cette variable création d'emploi? Cette variable, l'utilisation de nouvelles technologies de l'information. Et je crois que ce vendredi, il y a un débat au samedi sur les startups, sur le plan national de numérisation des villes au Cameroun. Donc, comment est-ce qu'on connaît la numérisation avec la gestion intégrée des déchets de Cameroun? Donc, c'est un élément qui me semble très important d'amener les acteurs qui ont un dispositif de soutien. Comment est-ce que les autres départements ministériels, selon leur mission, accompagnent? Et là, peut-être on regarde avec le gouverneur, on dit, comment est-ce que le système de gestion de la nation territoriale aussi pas accompagné? Parce que généralement, on dit les gouverneurs, les préfets, les superviseurs, les chefs de terre. Or, le premier élément qui manque dans la gestion intégrée des gens en général, dans l'Afrique centrale en particulier, c'est l'espace qui est dédié au dépôt. Que ce soit au Gabon, au Niger, à RDC, au Congo, en Guinée équatoriale, au Sahara, il n'y a pas d'espace. Conséquence, on délaisse les déchets le long des rues. Donc, si le dispositif de l'administration du territoire peut se réapproprier son rôle, son contribution, à cela on peut apporter une solution viable. Et il ne s'agit pas de 200 mètres carrés ou de 600 mètres carrés,
ça fait juste 100 mètres carrés, 50 mètres carrés dans chaque quartier qu'on décide, qu'on aménage selon des standards et on a résolu ce problème. Le dernier point que nous soulevons ici, c'est comment les déchets collectés, regroupés, sont triés, mieux recyclés et puis les espaces plus aménagés. Et progressivement, on analyse les écarts. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et on fait le bilan. Je vous remercie.